Bonjour à toutes et à tous. Quel rapport entre la Terre et la méditation et comment se repérer dans les divers types de méditation qu'il existe? Voilà un peu les deux questions que je vais essayer d'aborder. Je vous guiderai dans deux formes de pratique ce matin. Et comme j'ouvre un peu la journée, je vais essayer de montrer un peu les liens et le sens de la pratique. Peut-être qu'on pourrait commencer par la seconde question, mais au fond, qu'est-ce que la méditation? Comment se repérer dans les différentes formes de méditation? Le mot méditation vient de la racine med, M-E-D, qu'on retrouve dans médicaments, dans médecin et dans méduse. Et le mot, la racine, désigne un sens donc de prendre soin, mais d'attention. C'est vrai que la méduse, parce que la méduse capte votre attention, c'est prendre soin en tant que ça va développer un sens d'attention et de présence. Et il existe de nombreuses formes de méditation qui toutes visent à développer plus d'attention et de présence. Et à partir de cette attention et de cette présence, d'être plus ouvert au monde, plus ouvert à la réalité, plus en phase avec ce qui est, plus en phase avec une réalité plus vaste que notre accaparement. Or aujourd'hui, de manière tout à fait frappante, mais surprenante, ces approches, ces chemins sont révolutionnaires, car nous découvrons qu'ils sont une forme de médecine pour notre temps. Pourquoi ? Parce que notre temps est malade, et donc la méditation, les méditations, même si elles sont très anciennes, ont une actualité, une pertinence profondément révolutionnaire. J'aime bien dire que la méditation est sans doute la dernière grande force révolutionnaire possible pour notre temps. Parce qu'elle coupe à la racine, elle guérit à la racine, elle soulage à la racine tout à la fois, ensemble, ce qui nous rend malade. Qu'est-ce qui nous rend malade ? Je crois qu'il y a deux choses majeures. La première, c'est une manière d'être accaparé, stressé, dans une urgence constante, qui est vraiment un symptôme de perte de célébration de la vie. Nous vivons en ayant perdu un sens d'attention ouverte. Nous sommes de plus en plus concentrés, focalisés. Il y a un médecin neurobiologiste anglais qui explique que notre attention est un peu celle du lion qui va chasser la gazelle. Il ne voit que le lion, tout le reste passe à l'arrière-plan. Ça lui permet de pouvoir chasser la gazelle. De temps en temps, il réussit, mais après, il dort pendant des heures. Et nous vivons ce temps-là de plus en plus longtemps, toute la journée. Nous sommes pris par cette tension qui nous apprend un certain sens de présence, d'attention, de respect, de célébration des choses. Donc ça, je pense que c'est le premier point, c'est l'urgence. Le deuxième point, qui est encore plus lié à ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est la dictature de l'utilité. Nous croyons que nous sommes libres aujourd'hui parce que nous vivons dans une démocratie, et pour une part c'est vrai, mais du coup nous ne voyons pas vraiment une forme de manipulation dont nous sommes victimes. Cette manipulation, c'est que nous croyons que la réponse à toute question, à tout problème, est la gestion utilitaire. Quel rapport avec la Terre ?
nous ne savons plus en prendre soin, économiser, comme il était dit, nous voulons juste la gérer. Et le problème actuel est de croire que la seule difficulté que nous avons, c'est qu'on ne gère pas bien les ressources naturelles, ce qui est une profonde erreur parce que ça ne dit rien de ce qui crée la vraie maladie de notre temps, le vrai problème de notre temps. Quel est ce problème? Peut-être pour le dire le plus simplement, vous voyez de l'eau, c'est une ressource qu'un barrage va permettre de saisir. Vous voyez du vent, grâce à des éoliennes, on va en saisir l'énergie. Nous voyons des êtres humains, ce sont des ressources, ce sont une forme de capital qu'on doit gérer au mieux pour en tirer le maximum. Qu'est-ce que sont les animaux? Ce sont des réserves de calories qu'on doit gérer au mieux, etc., etc., etc. Tout ça repose sur la légende. On croit que notre monde a liquidé les légendes, mais depuis qu'on est enfant, on nous apprend une légende, la légende du monde mort. La terre est morte, les animaux sont morts, ça n'existe pas. Je me souviens, pour comprendre, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et cette légende du monde mort, cette croyance que la seule réalité, c'est c'est cette dictature de l'utilité, nous ronge, mais aujourd'hui menace la Terre, notre survie, mais aussi notre existence. Et donc je crois que ce qui est vraiment important, ce que la méditation peut nous montrer ici, c'est que nous ne souffrons pas seulement d'un problème de management. Et que le discours commun, c'est que si on change le management, on va résoudre le problème. Qu'il faut mieux gérer les ressources et tout ira mieux. Mais c'est ne pas voir que le problème, c'est cette attitude de gestion généralisée. Et voyez pourquoi la méditation joue un rôle majeur, unique, un rôle de guérison, parce qu'elle coupe à sa racine cette dictature, elle nous engage à ne rien faire. Absolument rien. Et peut-être on va faire quelques minutes de méditation maintenant. Je vais vous guider dans quelques minutes de méditation. Il en existe plein de méditations, mais celle que je vais vous guider, c'est un peu ce qui pourrait être un socle commun à toutes les formes de méditation. Et je pense que c'est pour ça qu'on m'a demandé de venir le matin, qu'on appelle parfois méditation de pleine conscience. Moi, personnellement, je trouve que pleine conscience, ce n'est pas la meilleure traduction de ce que les Américains appellent mindfulness, qui est plutôt une présence attentive. Et donc, cette méditation de présence attentive, on pourrait dire, ça pourrait être une base commune puisqu'il s'agit juste de ne rien faire, d'être, et à partir de là, on peut rentrer dans la méditation zen, dans la méditation tibétaine, dans la prière chrétienne, etc. Alors, je vous invite juste à commencer par dire bonjour à vous-même, à votre corps, à la salle autour de vous. Vous n'avez rien à faire de particulier. Installez-vous comme vous pouvez, confortablement. Et vous pouvez garder les yeux ouverts ou les fermer, comme vous voulez. Mais ce qui est vraiment important, c'est tout simple, vous n'avez rien à faire. Je crois que c'est vraiment la force révolutionnaire de la méditation, c'est vraiment prendre un moment dans lequel, pour une fois, vous n'avez pas quelque chose à accomplir, à réussir, vous ne faites rien. Juste prenez le risque d'être là, simplement. Vous pouvez poser vos mains sur vos cuisses. Et nous pouvons rester juste un tout petit peu en silence, en étant juste
simplement tel que vous êtes, présent, car vous remarquez que même si vous n'avez absolument rien à faire, vos perceptions sensorielles sont complètement ouvertes. Vous entendez ma voix. Vous sentez par tous les pores de votre peau, par exemple la température de la salle. Que vos yeux soient ouverts ou fermés, vous avez quand même un rapport à l'intensité de la luminosité de la pièce. Vous êtes juste attentif à ce qui est, mais vraiment sans rien faire. L'attention est là absolument naturellement. Et vous remarquez peut-être que vous respirez. En même temps que vos perceptions sensorielles sont ouvertes, respirez. Plutôt ayez une certaine attention à votre respiration. Et vous n'avez absolument rien à faire non plus. Simplement parce que vous êtes vivant, vous respirez. Inspire, puis expire, l'air sort, se dissout dans l'espace. Puis l'inspiration vient naturellement et vous ne faites absolument rien. Mais voyez, simplement en respirant, vous entrez en rapport à la vie en vous. Vous êtes pleinement vivant. Vous laissez la vie œuvrer en vous. Et voyez, ne rien faire, ça nous laisse complètement ouverts et vivants. Peut-être vous avez des tensions dans le corps, quelque chose qui vous démange. Peut-être vous avez des émotions qui viennent. Peut-être vous pensez à plein de choses. Peut-être vous vous dites « mais j'y arrive pas », même s'il n'y a absolument rien à faire. Quoi que vous ressentiez, gêne physique, émotion, pensée, vous ne faites absolument rien, simplement vous remarquez ce qui se passe. Vous ne réagissez pas, vous prenez le temps d'entrer simplement en rapport à ce qui est, de dire bonjour à ce qui est.
Voilà, je vais vous dire quelques mots avant que nous fassions la seconde pratique. Ce qui est vraiment important, c'est de ne pas chercher un mieux-être, qui est une très profonde détournement du sens de la pratique. Méditer ne consiste pas à vivre une expérience agréable de bien-être, mais une expérience d'ouverture. On essaye d'apprendre à être ouvert à tout ce qui est. De ce point de vue-là, contrairement à ce qu'on a tendance un peu spontanément à dire, la méditation n'est pas vraiment un travail intérieur, puisque nous apprenons à nous désobstruer, à nous ouvrir à la réalité. On pourrait dire que c'est un travail pour être plus en rapport à la réalité. Et ce n'est pas un travail de mieux-être, parce que si nous étions là juste pour essayer de vivre une expérience confortable, on serait là, on méditerait pour se sentir bien, on sortirait, on verrait les problèmes et on serait agressé par les problèmes. Mais si notre attitude, c'est plutôt d'entrer en rapport à ce qui a toutes les difficultés et à toutes les beautés, alors nous avons plus de courage pour nous relier à tout ce qui est. Je crois que vous, peut-être maintenant, voyez un peu mieux ce que j'essayais de montrer du rapport entre la méditation et la terre, car notre attitude aujourd'hui, cette sorte d'idéologie de l'instrumentalisation de tout, nous mène droit dans le mur. Mais en réfléchissant plus avant, au fond, à l'essentiel de cette expérience de la pratique de la méditation, je me suis dit que le problème, c'était peut-être pas tant la terre que le problème du monde qui, aujourd'hui... Vous savez, on dit monde tibétain, le monde de la Grèce ancienne, le monde des Indiens Hopis. Et on comprend tout de suite que quand on dit monde, on dit que dans un monde, les gens ont rapport à la terre et au ciel et aux hommes, et tout cela ensemble, de manière harmonieuse. On a rapport à la terre, mais à l'eau, au feu, à l'air. Que tout ça prend place dans un horizon de sens. Il ne s'agit pas alors d'avoir rapport à la terre en l'exploitant, mais comme ce à quoi on établit un rapport constant pour être un être humain. Et je crois qu'aujourd'hui, le problème, c'est ça. On se trompe si on croit que sauver la planète, c'est simplement mieux gérer la Terre. C'est en réalité sauver la possibilité d'un monde. Il faut sauver la possibilité d'un monde. Car aujourd'hui, nous sommes privés de monde, on est dans l'immonde. Vous voyez, comme il faut toujours penser monde comme un adjectif. On est dans l'immonde, dans ce qui nous prive de monde. Et c'est tout simple parce que l'ordre dans lequel nous vivons, l'ordre du management, n'a comme finalité que d'optimiser les ressources. Et ce n'est pas que le management gère mal les ressources de la Terre, il n'entre pas en rapport à la Terre, à l'eau, à l'air, au vent, aux animaux, aux hommes. Et pour essayer de vous faire entendre ce que peut être un monde, qui à mon sens est la dimension qu'ouvre la pratique de la méditation, qui à mon sens est ce que nous avons aujourd'hui le plus besoin, je me suis dit que j'allais vous lire un poème. Plus les années passent, plus je trouve que c'est en lisant des poèmes qu'on entre le mieux dans la pratique de la méditation. Et je vais vous lire un poème de René Char. Dans mon pays, les tendres preuves du printemps et les oiseaux mal habillés sont préférés au but lointain. La vérité attend l'aurore à côté d'une bougie. Le verre de fenêtre est négligé. Qu'importe à l'attentif. Dans mon pays, on ne questionne pas un homme ému.
Il n'y a pas d'ombre maligne sur la barque chavirée. Bonjour à peine est inconnu dans mon pays. On n'emprunte que ce qui peut se rendre augmenté. Il y a des feuilles, beaucoup de feuilles sur les arbres de mon pays. Les branches sont libres de n'avoir pas de fruits. On ne croit pas à la bonne foi du vainqueur. Dans mon pays, on remercie. Vous voyez, ce poème fait entendre ce qu'est un monde. C'est ça qu'il appelle « dans mon pays ». Dans mon pays, c'est partout où l'on est en tant qu'être humain ayant rapport à la dimension qu'on pourrait dire sacrée. Sacré, ça veut dire, il faut entendre sacré comme dans l'expression, comme ce qui est sauf, comme ce qui est entier, comme ce qui est rassemblé, comme ce qui est harmonieux. Et ce qu'il nous faut retrouver, c'est un pays, là où nous sommes, un monde, si vous préférez. Dans le poème, René Char dit « Les oiseaux mal habillés sont préférés au but lointain », ce qui est une manière de parler de cette gratuité qui, en fait, est beaucoup plus soucieuse d'un rapport à un temps long que l'immédiateté des objectifs. Il y a un autre poète que René Char, le poète Coleridge, qui raconte qu'une nuit, avec son jeune enfant, il est parti se promener et que l'enfant regardait la lune et s'émerveillait de la lune. Et Coleridge dit « Comme c'est étrange, la lune ne sert à rien, n'apporte rien, ne procure aucun avantage, elle ne se mange pas, et pourtant elle change profondément notre expérience. Elle nous plonge dans une expérience que nous reconnaissons comme décisive. » Et je crois que c'est ça la leçon de la méditation, ne pas chercher à être tout puissant, à tout dominer, à tout gérer, mais accepter d'être parfois comme les oiseaux mal habillés. Et je crois que à partir de là, je peux vous guider dans la seconde pratique, parce que je crois qu'il y a deux ailes, j'aime beaucoup dire qu'il y a deux ailes de l'oiseau de la méditation, la présence attentive, mais aussi la bienveillance aimante, l'amour, la compassion, la fraternité. Car méditer, c'est pas seulement ne rien faire, même si c'est un acte qui change le rapport à tout, car c'est couper ainsi à la racine la violence acharnée du management total, mais c'est aussi la méditation, par là, retrouver le lien, les liens, le rapport aux autres. Et je crois que c'est bien au fond les deux dimensions de ce que nous faisons aujourd'hui. Nous sommes à la fois là dans la méditation pour nous poser, et aussi pour être ensemble. Et donc je vais vous guider dans l'autre pratique absolument que je trouve très aidante, de la pratique de la bienveillance. On va faire comme nous avons fait il y a quelques minutes. Prenez le temps de vous asseoir, de trouver une posture qui est juste pour vous. Prenez le temps de dire bonjour à votre corps. Parce qu'il faut vraiment s'incarner, prendre le temps d'être pleinement. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien à faire, rien à accomplir. Peut-être toute la semaine, vous avez dû être particulièrement
efficace, plus rapide. Mais vous pouvez prendre un moment juste pour être, ce qui est le sens véritable de toute éthique. Quand vous êtes prêt, vous pouvez fermer les yeux. Dans cette pratique, c'est sans doute préférable de fermer les yeux et essayer de penser, d'évoquer quelqu'un qui vous est cher, quelqu'un pour lequel spontanément vous avez de la bienveillance. Pas forcément, je ne vous demande pas quelqu'un pour lequel vous avez un amour parfait, absolu, entier, mais juste quelqu'un pour lequel spontanément vous avez de la bienveillance et spontanément vous auriez envie qu'il ou elle soit pleinement heureux et connaisse vraiment la cause véritable du bonheur, soit vraiment posé dans ce qui donne vraiment le bonheur et la joie d'être. Et vous pourriez penser que vous envoyez une certaine lumière qui apaise, guérit, rassure cette personne. Et qu'en retour, elle vous sourit, en retour, elle est apaisée et vous sentez que ça lui fait du bien. C'est vraiment une pratique où on touche son cœur. Et l'idée, c'est de penser à quelqu'un qui vous est cher pour que ce soit le plus facile possible pour vous de toucher votre cœur, d'ouvrir votre cœur, de retrouver la terre du cœur. Et nous allons maintenant étendre notre amour bienveillant à toutes les personnes qui sont dans cette pièce. Puissent tous ceux qui sont venus ici être comme des frères et sœurs, puissent tous connaître le sens du bonheur et la cause du bonheur. Et on peut étendre plus avant à toute la ville, à tout le pays, à toute la terre, à tous les hommes. Puissent tous les hommes être heureux et connaître la cause du bonheur. Puisse leur souffrance être apaisée. Peut-être vous vous dites, mais il y a certaines personnes qui ne méritent pas d'être heureux. Mais pensez qu'on leur souhaite de connaître vraiment le bonheur et la cause véritable du bonheur, car
ce qui induit les gens à faire du mal, à être aveuglés, c'est d'être vraiment loin de leur propre être. D'être même parfois déchaînés contre la simplicité de leur propre être. Et en les incluant dans notre pratique, nous visons à leur faire cesser leur violence. Et que cette bienveillance aimante soit un champ de guérison. Puissent tous les êtres, les forts, les faibles, les petits, les grands, puis ceux qui souffrent et ceux qui ne souffrent pas, ceux qui sont joyeux et ceux qui ne le sont pas, être heureux aujourd'hui, être heureux dans ce monde. Et c'est très important que je vous dise, c'est une pratique que nous faisons. Donc peut-être certains d'entre vous sont mal à l'aise ou ont le sentiment de ne pas y arriver. Et toute la journée, vous allez être guidés dans des pratiques, certaines vont vous parler, d'autres pas. Mais il faut toujours se souvenir que ce sont des pratiques. Vous n'avez pas à vivre une expérience, vous avez à vous entraîner. Et donc là, ce matin, j'essaie de vous montrer comment on peut s'entraîner à redevenir présent et à couper à sa racine l'affairement du management et comment on peut entraîner notre cœur à être plus aimant. Voilà, pour clore mon propos, peut-être je vais juste vous relire le poème de René Char, qui peut-être résonnera un peu différemment après la pratique. Dans mon pays, les tendres preuves du printemps et les oiseaux mal habillés sont préférés au but lointain. La vérité attend l'aurore à côté d'une bougie. Le verre de fenêtre est négligé. Qu'importe à l'attentif. Dans mon pays, on ne questionne pas un homme ému. Il n'y a pas d'ombre maligne sur la barque chavirée. Bonjour à peine est inconnu dans mon pays. On n'emprunte que ce qui peut se rendre augmenté. Il y a des feuilles, beaucoup de feuilles sur les arbres de mon pays. Les branches sont libres de n'avoir pas de fruits. On ne croit pas à la bonne foi du vainqueur. Dans mon pays, on remercie.